Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, le vaisseau amiral de Stamford, Monday Night Raw. Nous sommes le 13 décembre 2021. L'année touche à sa fin et nous sommes dans le Minnesota à Saint-Paul. Et je ne suis pas seul dans le froid des Grands Lacs, dans le froid du Grand Nord. Avec moi pour cette analyse, j'ai Tonton Chris. Salut Tonton. Caille dans ce studio, faudrait peut-être monter un peu le chauffage. Salut le patron, salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Eh ben écoute, ravi d'être avec toi pour reviewer ce 1490e vaisseau amiral de la WWE. Je te rends compte quand même que là, d'ici fin février, on va se retrouver à un show à 1500 épisodes. Qu'est-ce qui fait concurrence à part Plus belle la vie c'était quoi, les côtes ouest, tous les soap opéras, les feux de l'amour et compagnie. Est-ce qu'il y en a qui peuvent se targuer d'avoir presque 30 ans de diffusion avec 1500 épisodes? C'est quand même énorme. C'est incroyable, effectivement. Là, il faut chercher loin, hein. Je sais qu'à chaque fois, souvent, ils nous le rappelaient dans les Le saviez-vous? Et des fois, on a des petits cartons comme ça graphiques qui nous expliquent qu'ils sont les plus forts dans les réseaux sociaux. Ils ont 10 milliards d'abonnés, que c'est le show le plus long de l'histoire de la télé américaine. C'est les meilleurs, tout simplement. C'est les meilleurs. En termes de longévité, il n'y a pas mieux. Ah, c'est le top of the top. C'est la tête de la table. La tête de la table des shows télé. Écoute, le top of the top, visiblement, MVP, il a une petite idée sur qui est le top of the top. Puisqu'on ouvre le show avec MVP et Bobby Lashley qui débarquent. Et MVP, il est pas content. On parle mal de Bobby Lashley. Et quand Bobby Lashley, on parle mal de lui, et ben il arrive et les mauvaises choses se produisent. Les mauvaises choses arrivent. Il y a un problème. Tu vas me dire si t'es d'accord, il y a un problème avec cette nouvelle génération, là, c'est les millennials du catch, des superstars qui ne respectent pas les anciens, qui ne respectent pas les mentors. Est-ce que tu es d'accord avec MVP quand il dit que Seth Rollins, Kevin Owens, Big E n'ont aucun respect pour Bobby Lashley et pour les anciens? Ah, je pense qu'ils se trompent, le MVP. Je pense que ils ont conscience de la legacy, ces trois-là, quoi. Et puis ils sont pas si jeunes que ça, hein. C'est quand même des vétérans du circuit maintenant, ces trois-là, hein. C'est pas. Moi, je repense à Biggie au House Show à Paris en 2014. Bah, tu vois le chemin qui est parcouru depuis. Donc c'est des piliers de la fédération dorénavant. Ouais, il avait 13 ans, je me souviens, à ce show-là, et il avait déjà la même tête et la même, la même ossature. Les mêmes pecs. Boing, 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 boing. Depuis tout petit, hein, depuis le collège, en fait. Il est né avec des pecs énormes, c'était comme ça, quoi, voilà. Son avenir était tracé. MVP, il dit, bah voilà, toute cette jeune génération qui sont pas si jeunes, ça se trouve, Bobby Lashley se trouvait plus jeune que tous ces mecs. Il a 23 ans, hein, Bobby Lashley, je le rappelle. Oui. Il ne vieillit pas, en tout cas. Visuellement, il ne vieillit pas. Dans son univers à lui, en tout cas, il ne vit. C'est incroyable, même. Se dire qu'un mec de 44 ans, quand même, Bobby Lashley, faut le rappeler, 44 ans, moi, quand je le vois, des fois, je me dis même que ce gars-là, il pourrait être champion du monde de boxe, quoi. Je me dis, c'est dommage, on a peut-être perdu un grand boxeur poids lourd avec Bobby Lashley. Ouais, mais on a gagné une superstar du catch, et ça. Eh oui, ça n'a pas de prix. Eh oui, ou alors si, ça a un prix, parce qu'à mon avis, il touche des beaux chèques, le Bobby. Oh oui, oh, ça c'est clair, ouais. En parlant de chèques, d'ailleurs, la bonne nouvelle du jour, c'est que Kevin Owens, il va continuer à recevoir des chèques de Stamford, puisque Tonton, il a signé et il a renouvelé, Kevin. Grande nouvelle, ouais, effectivement. Apparemment, un contrat de plusieurs années. Et puis lui, il est clair. De toute façon, Kevin Owens est très actif sur les réseaux et tout ça. Et alors, il l'avait annoncé en exclusivité dans le podcast de Pat Laprade, le plus gros podcast québécois. Et eux, ils avaient été bien, ils avaient gardé l'info, ils ont attendu le jour où il a annoncé sa signature de contrat pour balancer le podcast. Et effectivement, moi j'ai été regarder un peu toute la partie où il parle de ça. Et il explique tout à fait bien que la WWE le traite très bien depuis qu'il y est très heureux. Qu'il assure l'avenir de sa famille, hein. C'est aussi simple que ça finalement. Et lui, il n'est pas du tout dans la plainte, dans quoi que ce soit. Non, bien au contraire. Il considère que la WWE est une fédération fantastique et qu'il y est super bien traité. Que le booking, comme on l'a dit, on en parlait tout à l'heure en antenne, a ses aléas.
Et il est totalement conscient de ça. Et moi, je suis super content de voir Kevin Owens rester à la WWE. Et ça induit certainement que Sami Zayn va suivre le chemin, puisque déjà, il a commencé déjà à s'en ouvrir, lui aussi sur les réseaux. Donc tout va bien. Nos Québécois favoris vont rester à la WWE. Alors, comment ça? Tu me dis que Kevin Owens, il se plaint pas. Alors, je comprends pas. MVP nous dit qu'il arrête pas de se plaindre. Avec lui et Oui. Seth Rollins, il se plaint. Il Mais là, on est chouine. passé, Il on est passé il du chouine. kayfabe. On est passé du kayfabe au hors kayfabe et en revenant au kayfabe. Alors, c'est un peu compliqué. Ah ouais, alors on s'est un petit peu perdu sur les déviations de l'autoroute. Là, on tourne en rond. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc MVP, il se plaint de tous ces jeunes Ouais. là, qui ont les dents longues, qui attaquent par derrière, qui font, en fait, ils sont prêts à tout pour avoir un title shot. Mais Bobby Lashley, il est pas comme ça. Il chouine pas, il va pas sur les réseaux sociaux pour pleurer, il lance pas des hashtags ouin ouin. Non, il arrive, il débarque et il dit, moi je suis un contender pour la ceinture. Et quoi de mieux que de commencer une nouvelle année avec comme champion Bobby Lashley? C'est vrai que ce serait beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La proposition est faite par MVP. Kevin Owens débarque. Il est pas content, il est vexé en fait. Il est vexé parce que, bah, comme tu l'as dit, lui, il manque pas de respect pour les anciens. Il en a un petit peu même rien à foutre de Bobby Lashley, c'est pas très sympa. Il lui dit qu'il a pas vraiment suivi ce qu'a fait Bobby Lashley ces 2 dernières années. Ouais. C'est comme tous ces catcheurs. C'est comme il y a plein de catcheurs il y a des catcheurs qui ne regardent pas leur match. Est-ce que tu le savais ça? Qui ne Ça veut dire regardent pas. qu'ils regardent pas la vidéo des matchs après, Ouais. après les shows? Ah ouais, ça existe ça? Ouais. C'est une faute professionnelle, ça, non? Je tairai les noms. Je ne dirai D'accord. rien. Je ne dirai rien. Du coup, il dit ok, Seth Rollins, il a mérité gagner. Moi aussi, j'ai mérité ma place. Mais toi, non, quoi. Tu débarques. Kevin Owens, lui, il est exemplaire. Bobby Lashley n'a rien à faire dans ce match. Personne ne veut Bobby Lashley. Je vais aller me plaindre à la direction. Et là, qui c'est qui débarque? C'est Seth Rollins. Hop, porte de saloon. Il débarque. Alors, il est toujours bien habillé, toujours classe. Hein. Après, ça dépend de où vous situez le classe. Écoute, on peut pas commencer l'épisode sans la vraie star. C'est lui la vraie star. Voilà, il est habillé en noir, en violet. Il propose, il dit à Bobby Lashley, toi t'es bien sapé aussi. Hein. C'est vrai que Bobby Lashley, il était dans un élégant costume rouge, très relevé. C'était beau. Je sais pas si t'as ce genre de pièce dans ton dressing, tonton. Non, je sais pas. J'ai malheureusement pas ce genre de costard. Juste Mais un bleu de travail pour tonton et c'est bon. je vais étudier ça pour Noël quand même. Parce que je trouve que ça sied tout à fait à la période. Et ouais. Par contre, il se range du côté de Kevin Owens. Pour une fois, il est d'accord avec Kevin. Bobby Lashley n'a rien à faire dans ce match, tout comme Kevin Owens. Mais voilà, ils sont d'accord. Alors que MVP il dit en fait, vous avez les jetons, vous avez les boules là. Vous voulez pas qu'ils viennent. Alors, dans ce cas-là, venez et puis on va régler les affaires là, entre les cordes. Alors, Kevin dit ouais, vas-y, on peut le faire. On le prend à 2. On va se le faire. Allez, vas-y. Alors, Seth Rollins, il fait d'accord, on est d'accord. Et Kevin Owens dit vas-y, toi d'abord. Pourquoi moi d'abord? Non, mais oui, t'es le plus rapide, vas-y. Alors, voilà, c'est un courage à deux vitesses. Et Biggie débarque et il nous fait un petit stand-up où il insulte un petit peu tout le monde. Il dit vous êtes tous des idiots. Pendant que vous avez les jetons, moi j'ai pas les jetons. Moi, Bobby Lashley, s'il faut te battre, je te battrai. Je t'ai déjà battu. Bobby Lashley dit ouais, toi, tu m'as battu parce que j'étais blessé. Alors qu'il commence à chouiner. Finalement, il chouine un peu le Bobby Lashley. Biggie dit y a pas de problème, je t'ai battu dans la cage. Alors, tout le monde s'enflamme. Tout le monde a les chocottes, personne n'a les chocottes. Et là, qui débarque? Parce que voilà, quand on commence à avoir 3, 4, 5, 6 catcheurs avec un micro, on envoie la direction. La direction débarque. Sonya Deville et Adam Pearce. Adam Pearce qui porte une cravate des Packers de Green Bay, qui est une ville rivale de Minnesota, de Minneapolis. Donc, comme je te le disais en antenne, ça valide le heel turn de façon très subtile d'Adam Pearce. Et puis, ils vont trouver ces résolutions de conflit. C'est comme dans toutes les boîtes, hein, tonton, quand il y a un conflit, on envoie la direction, la RH, pour résoudre le conflit. Et en général, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça dépend si tu tombes sur un syndicaliste bien énervé, ça fonctionne pas tout le temps.
Mais, En mais là, France, ça fonctionnerait pas. Mais aux États-Unis, même si maintenant on commence à syndicaliser les Starbucks, j'ai lu ça. Les États-Unis sont complètement perdus, mon pauvre tonton. il y a dans le monde du catch, ça fait quand même aux États-Unis, ça fait des années et des années qu'on réclame un syndicat de catcheurs à l'image un peu de ce qu'il y a à la NBA ou à la NFL. Ouais, les syndicats de joueurs, les syndicats de catcheurs. Ouais, pas sûr qu'on en verra la couleur un jour. Ils veulent reprendre en fait un peu le système parce que la WWE a un nouveau gameplay à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ils veulent reprendre le système qu'utilise la NFL, la NHL, la NBA, etc. sur les universitaires pour faire venir des lutteurs, drafter des lutteurs en fait à la sortie de l'université pour venir à la WWE. Là, ils ont signé par exemple une douzaine de jeunes, donc de très jeunes. Je parle de catcheurs qui ont entre 17 et 20 ans au max. Ils appellent ça, c'est Next in Line. Et donc c'est un programme WWE tout nouveau là qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc si tu veux, en fait, cette histoire pour rejoindre sur l'histoire du syndicat, c'est que tout ça, c'est vraiment des accointances avec ce qui se fait dans le sport américain. Donc création de syndicats, on fait venir les athlètes directement des universités. Donc la WWE. Les parents, le papa, la maman. Ouais, voilà, ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais, on rencontre la famille, etc. Donc c'est assez, je suis ça en ce moment là, assez intéressant le plan de développement, on va dire, de la WWE là-dessus. Alors le syndicat, bien sûr, la WWE, elle ne voit pas ça d'un bon œil, mais ils ont l'air de reconnaître dans les hauts bureaux que un jour ou l'autre, de toute façon, ils pourront pas y échapper, quoi. Parce qu'il y a de la concurrence et parce que il y a si vraiment des catcheurs mainstream mettent en place ça, ils pourront pas y échapper. Je vois pas comment. Bon, c'était une digression, tout ça là, mais. Non, mais tu as raison d'en parler parce que de toute façon, on a eu un petit package vidéo justement de dont tu as parlé. On a vu la tête de tous ces petits jeunes. Voilà, ils ont 17 ans, ils ont plein de boutons, mais ils sont très forts en cours de sport. Donc voilà, on mise sur l'avenir. C'est sa nouvelle direction à WWE. Ça se passe comme ça aussi à NXT. On va recréer des talents de zéro. Voilà. On prend les meilleurs en EPS et on y va. Allez, ceux qui montent à la corde là, qui arrivent à aller jusqu'en haut, vous avez fait un petit stage de formation à WWE. Sonya Deville, Adam Pearce, qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent une résolution de conflit. Ils vont lancer un défi. Parce que c'est pas très clair, mais ils vont lancer un défi. Si ce soir, Bobby Lashley bat Kevin Owens, Seth Rollins et Biggie, alors il rejoindra le match pour le titre de champion à Day One, donc le 1er janvier, dans un Fatal 4-Way. Et alors là, la personne n'est content à part Bobby Lashley, mais alors gros challenge pour Bobby Lashley qui va devoir donc battre 3 adversaires, 3 anciens et actuels champions du monde. À ce moment-là, je sais pas ce que tu te dis, tonton, mais je me dis, moi, c'est impossible, c'est mort. Je me dis comme le public de Minnesota, quoi, qui offre une grosse pop quand même à l'annonce, qui est ravi d'apprendre ça quand même, parce que ça nous annonce. Trois gros matchs. Alors la tête de Bobby Lashley est assez inénarrable à ce moment-là, mais pour le coup, écoute, c'est plutôt un booking assez sympa. Ça nous promet des belles envolées pour le reste de la soirée. Donc, comme le public de Minnesota, j'étais assez enflammé par cette annonce. Donc derrière, ça se retrouve backstage. C'était le petit moment, je me souvenais plus en antenne. Je t'avais dit, ouais, je sais plus ce qui s'est passé après. Il y a une petite séance backstage où Kevin Owens n'était pas content. J'ai pas très bien compris. Et bon, ça va être un peu le fil rouge de toute façon. Après, tout au long du show, on va retrouver les 4 protagonistes et il y aura des petits segments les uns après les autres. Alors, Kevin Owens, dans le fameux segment dont tu parlais, il est assez drôle ce segment spécifiquement parce que vraiment il débarque complètement furieux, quoi. Et en fait, il trouve qu'un mot à dire, c'est qu'il trouve que la situation elle est dégueulasse. Le fait d'avoir affronté Lashley, c'est dégueulasse et que la ville de Saint-Paul, elle est dégueulasse. Voilà comment il est, Keo. Il est honnête, c'est un homme honnête, il dit ce qu'il pense. Il s'est fait des amis à Minneapolis. Direction, là on est dans les vestiaires. Je sais que tu aimes aller dans les vestiaires, tonton. Oh, j'adore, complètement. Surtout celui des femmes, parce que vraiment c'est là où il se passe le plus de choses en général. Désolé, là, je savais, c'est pour ça que j'ai dit ça. D'ailleurs, il n'y a plus de séquences vestiaires dans les vestiaires des filles. Ouais, c'est vrai que dorénavant, ça arrive quasiment plus, quoi. Ça, c'est vrai, ouais. Ouais. Il y en avait avant.
Tout leur segment en général se passe voilà, dans les couloirs, du côté de la Gorilla Position. Mais c'est vrai qu'il y en avait avant. Le dernier, en fait, c'est avec, je crois, c'était avec Alexa Bliss qui se faisait surprendre par un lambda, et alors qu'elle était en train de se changer, quoi. Et apparemment, ça avait fait un tollé aux États-Unis, alors que c'était vraiment un truc, mais complètement anodin. Mais bon, c'est les Américains, hein, c'est comme ça, voilà. Ils sont prudes. Ces gens sont prudes. Ouais, ils sont prudes quand ils veulent être prudes. Hein. Ouais, Voilà. exactement. Mhm. Donc là, désolé de te savoir, c'est Matt Riddle et Randy Orton voilà, qui nous expliquent. Alors, il y a une histoire de blazer. Il y a une histoire de blazer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils se prennent la tête, là, Riddle et Orton, autour de cette histoire de blazer? Blazer, t'étais là la semaine dernière à la review de Raw? J'étais pas là. J'étais convalescent. J'étais avec Papy, il me semble, sur cette review de Raw. Et effectivement, oui, il y a une histoire de blazer parce que la semaine dernière, Riddle et Orton, Riddle a fait porter à Orton ses blazers d'annonceurs, de commentateurs. Alors des blazers très vintage, old school, en mode années 80. 80s wrestling et c'était assez sympa et du coup je pense que Riddle il s'attend à ce que Orton lui rende l'appareil mais bon c'est un peu compliqué la compréhension entre les deux. Bon écoute, Orton lui dit du coup il faut te concentrer, là t'as un match ce soir contre Otis, donc focus et après on reparlera d'histoire de blazer. Riddle il commence à dans tous les sens, il veut lancer un podcast et tu lui dis attends, les podcasts, là, les blazers, les machins, écoute Otis. Et Riddle dit ok, je pense très fort à Otis. Donc on arrive au match, Matt Riddle contre Otis, qui est donc le premier match de la soirée. Donc Randy Orton et Chad Gable sont ringside. Otis commence donc à s'occuper de Matt Riddle. Riddle tente de placer des soumissions, mais voilà, le Powerhouse s'en débarrasse sans difficulté. Otis a le contrôle jusqu'à ce que Riddle lui place un énorme coup de genou au visage. Otis balance le bro dans les barricades. Otis donc domine l'action à ce moment-là. Riddle reprend en le balançant dans le coin et lui met un gros coup dans la tête, mais Otis lui place un énorme crossbody. Le place pour placer un crossbody. Riddle s'en échappe, il balance des coups à droite à gauche, des grosses patates dans tous les sens. Mais à ce moment-là, Riddle tente le RKO. Otis l'attrape, il le compte, il le chope comme un gros moustique et il lui place un énorme pop-up slam pour la victoire. Victoire donc d'Otis. Et juste derrière, Orton arrive, il débarque parce qu'il y avait de l'intensité aux abords avec Orton et Gable. Orton, il veut placer un RKO sur Otis, mais Otis, il esquive. Orton place un RKO sur Gable et après il se fait choper par Otis qui balance Orton comme une grosse merde. Otis est fort. Otis va terminer l'année costaud et solide. Ah, il te plaît, je suis sûr, là, Otis. La hype est sur... hype est sur Otis. Comme en début d'année, la hype était sur Otis, et à la fin de l'année, la hype est sur Otis. Bon, écoute, un match de 7 minutes 30 avec une victoire surprenante et clean de Otis sur Riddle. Alors ils ont peut-être décidé un peu de remettre un petit peu de light sur notre ami Otis. Surtout que Riddle en ce moment, en plus, il joue un peu les gourous à NXT là, du côté des MSK. J'ai vu 2-3 segments passer là qui ont l'air assez rigolos. T'as vu ça aussi? Ouais. D'ailleurs, il en fait référence dans leur interaction dans les vestiaires avec Orton. Ils y parlent de cette histoire de chaman. Donc écoute, un match plutôt pas mal foutu, ça renforce un peu Otis, Riddle c'est pas grave qu'il perde, ça n'a pas d'incidence du tout. Donc finalement je trouve que c'est un peu du win-win ce match-là. Et écoute, Otis en individuel sur un match de plus de 7 minutes, je pense que ça faisait un sacré bail que c'était pas arrivé, seul dans le ring. Donc bravo à eux deux, c'était plutôt pas mal pour cette ouverture catchesque de ce Monday Night Raw. Parce qu'on en est qu'au début, j'ai l'impression qu'on en est déjà à 1h30 de review, mais en fait on en est qu'au premier match. Et oui. Bon, on a un petit peu digressé au début en parlant des syndicats.
Les syndicats d'initiative. Et c'est pas fini parce que j'ai des chiffres qui arrivent. J'attends petit à petit ton déroulé magnifique, ton play-by-play de qualité. Quand les chiffres vont tomber, ça va faire mal. Ça va faire Oui, très très mal. excusez-nous de connecter le catch au monde. Voilà, on connecte ça avec ce qui se passe parce que voilà, c'est aussi Avec l'actualité. l'actualité. Le catch est souvent le reflet de ce qui se passe en dehors des cordes. Il y a un impact. Ça s'alimente. Le monde extérieur alimente le catch alimente le monde extérieur. On a des présidents des États-Unis qui catchent, donc après tout, pourquoi pas. Voilà, le catch, ça fait partie de la vie, tout simplement. On a un autre match. Allez, Bianca Belair contre Doudrop. Doudrop, voilà. C'est pas fini cette histoire Non. entre les deux. Doudrop qui a sa petite veste en cuir, elle est badass maintenant, elle est pas contente. Elle se prépare pour leur match. Voilà, on se verrouille. Doudrop balance Bianca Belair dans le coin. Bianca Belair lui rend l'appareil. Voilà, ça provoque provocation de la part de Bianca Belair qui est tout en athlétisme avec un énorme leapfrog, un dropkick, mais Doudrop lui répond par un body slam. Le momentum est du côté de l'écossaise. Bianca Belair place un Hurricane Rana. Bon, c'est un petit peu, il y a quelques petites accroches là sur ce match qui est pas parfaitement exécuté, mais voilà, les filles donnent de l'intensité. On a quand même 2 sacrés gabarits entre les cordes. La Powerhouse, pardon, j'en perds mon accent du Minnesota, chope la jambe de Bianca Belair et la tire dans tous les sens par-dessus la 3e corde, si je puis dire, avant de lui placer une énorme descente du coude. Bianca Belair reprend le contrôle du match, mais Doudrop lui place un Michinoku Driver. Ça, c'est pas l'accent Minnesota, ça. Pour un compte de 2. Bianca Belair place Doudrop dans le coin avec une powerbomb avant de placer son magnifique 450 degrés splash pour la victoire. Victoire pour Bianca Belair face à Doudrop. Mais ce n'est pas terminé puisque juste après, Doudrop vient attaquer Bianca Belair par derrière. On n'en a donc pas fini entre ces deux filles. Non, ça n'est pas fini entre ces deux filles. Écoute, c'était pas mal, moi j'ai trouvé. Il y a eu quelques petits passages où on sentait qu'elles étaient un peu perdues, peut-être pas l'habitude de bosser encore beaucoup ensemble. Je crois que c'était le deuxième affrontement. Mais là, elles sortent quand même un vrai match de 10 minutes 30. J'aime beaucoup quand Bianca Belair un peu taunt Doudrop là, avec ses petites danses, etc. C'est excellent. Au final, c'était pas trop mal ce match. Il y avait à noter que Doudrop rentre sur un nouveau theme song. Alors, est-ce qu'on va vers peut-être un retour de Piper Niven ou non? À mon avis, ils vont pas lui changer son nom quand même, mais quand même un nouveau theme song, quoi. Mais Doudrop est quand même mauvaise perdante, bien dans son rôle de heel. Écoute, ça passe, ça maintient Bianca Belair là pour l'instant dans la mid-card. On sent bien de toute façon que Bianca elle va revenir en force, en super force dans le main event féminin. Donc je m'inquiète pas du tout là-dessus. Donc rivalité de transition pour Bianca et ça passe bien. Ouais, un match compétitif et puis voilà comment occuper des anciennes championnes. Tu l'as dit, Bianca Belair, t'as l'impression que elle a rejoint finalement les Four Horsewomen dans ces main eventeuses éternelles, quoi. Globalement, elle reste jamais très éloignée du main event. Toujours une place de choix pour l'ancienne championne. Donc on a eu la petite séquence avec les newbies, là, les petits jeunes qui se font recruter. Si t'as 12 ans et que tu es bon en EPS, l'âge limite, enfin ça baisse, maintenant c'est 12 ans, alors tu nous intéresses, rejoins-nous à Stamford. Bobby Lashley a sa première épreuve, les 3 travaux de Bobby Lashley, c'est comme ça que vous pourrez les appeler. Ah ouais, oui, clairement. Les travaux de Bobinator, là, et ça va pas rigoler parce que là, il va rencontrer tout simplement 3 champions du monde, ou enfin anciens champions du monde. Donc là, un line-up de qualité. Ah ouais, donc voilà, c'est la nouvelle légende grecque pour Bobby Lashley, là, qui essaie qui se crée sous nos yeux. Alors, KO débarque, il attaque direct Bobby Lashley
alors que Bobby n'était pas prêt, il avait le dos tourné, ce n'est pas sympa. C'était pas sympa de la part du Canadien, mais le Almighty ne compte pas se laisser faire. Il reprend le dessus, il balance Kevin Owens avec un gros coup à l'épaule, il lui place une magnifique verticale suplex. La bagarre continue en dehors du ring. Il est surhumain, Bobby, excusez-moi, hein, c'est un dieu grec. Même si je suis pas sûr qu'il soit né à Athènes, mais c'est un dieu grec. Bobby Lashley envoie Kevin Owens s'écraser contre le sol. On est toujours ringside. Kevin Owens a quand même un petit peu d'offensive. Il place un super kick une fois qu'ils sont retour justement sur le ring. Ça se contre à ce moment-là, mais Bobby Lashley parvient à placer un spinebuster et là, l'intelligence du Canadien, puisqu'il est à peine placé dans le Hurt Lock. Le Hurt Lock n'est pas encore locked, justement, c'est juste le Hurt. C'est juste la partie Hurt du Hurt Lock. Kevin Owens abandonne. Il abandonne avant même que Bobby Lashley n'ait eu le temps de le positionner complètement dans sa prise de soumission. Et donc, première victoire de Bobby Lashley qui, alors à ce moment-là, ne comprend pas ce qui s'est passé. Il comprend pas le Bobby. Il comprend pas. Pourquoi il a abandonné? Il comprend pas. Mais toi, t'avais compris, tonton. Oh bah oui, j'avais compris la subtilité québécoise. Clairement, il a raison, Kéo. Alors là, voilà un match de moins de 5 minutes, mais que j'ai trouvé super bien fait, super bien exécuté et avec un finish assez logique quoi, Kéo. Et il se dit bon, vas-y, je vais pas me faire déboîter alors que j'ai un main event en day one, etc. Donc moi, je prends ça comme ça. Sur l'instant, de toute façon, je me dis ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Et est-ce que Rollins maintenant va décider de faire à peu près la même chose? Mais en tout cas, c'était, à mon avis, bien joué de la part de Kevin Owens. Même si on pourrait prendre les choses dans l'autre sens et dire, ouais, finalement, peut-être que Kevin Owens, il aurait eu intérêt aussi à aller au bout d'un combat et puis de battre Bobby Lashley, quoi. Mais tout simplement, peut-être que le Québécois est un malin et qui sait que Bobby Lashley en 1 contre 1, c'est quasi du peine perdue. Donc, écoute, c'était plutôt bien foutu. Ah oui, non, mais il a eu raison. Il a aussitôt, en façon, il a senti le Hurt Lock, il a pas attendu. C'est ce qu'il a expliqué plus tard. Il sentait que c'était foutu. Donc, quitte à être foutu, autant rester en bonne santé jusqu'au 1er janvier. Voilà, le réveillon va déjà être assez difficile comme ça. Au moins, le 1er janvier, il arrive, il sera en forme. Tant pis. Et puis attends, c'est pas encore gagné pour Bobby. C'est pas encore gagné, il lui reste 2 épreuves. Non, c'est pas fini cette affaire. Surtout que derrière, on voit Deville qui va dire à Rollins qu'il est le suivant et Rollins il est pas content. Donc on se dit oui, aïe, ça va être chaud entre le Bobby et le Seth. Parce que le Seth Rollins il est tout autant pas content du fait d'affronter Bobby Lashley puisque lui il est pas d'accord depuis le début. Et comme il est tout autant pas content de ce que vient de faire Kevin Owens. Eh ben, il a bien raison. Et d'ailleurs, tu parles de Seth Rollins, et ben moi je parle de Becky Lynch. Voilà, je parle de Becky Lynch. Attends, non, il faut que tu parles de la vignette qu'il y a eu entre les deux. Il y a eu une vignette extrêmement importante, mon patron. Ah non. Il faut qu'on en parle. Ah si, et tu ne peux pas censurer ça, c'est pas possible. Si tu censures ça, c'est la fin de Catch-Up, c'est la fin du podcast français. Là, tu te rends compte ce qui va se passer. Excuse-moi, j'étais pas au courant qu'il y avait un syndicat des chroniqueurs de Catch-Up qui s'était mis en place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as des revendications, toi? Oui, j'ai des revendications. Il faut qu'on parle de cet homme. Si tu veux, je peux prendre la parole et je vais en parler. Écoutez, peuple de Catch-Up. Il faut que tu assumes. Voilà, j'assume complètement, peuple de Catch-Up. Nous allons parler de cet homme. Il aura eu droit à sa vignette. Et cet homme s'appelle Veer Mahaan. Alors, on a lancé un avis de recherche sur le Discord pour dire, mais que devient cet homme, Veer Mahaan? Alors, moi, j'ai des infos sur ce Veer Mahaan. Et je peux vous dire, ça va chier. Alors, les infos sur Veer Mahaan. Eh bien, écoutez, c'est simple. Il nous est annoncé à Raw. Il est annoncé du côté de WWE Raw depuis le 5 octobre. Le 12 octobre, aux côtés de Jinder, il apparaîtra pour le King of the Ring. Le 26 octobre, il a le droit à sa première vignette. Depuis, on en est à 12 vignettes. Veer Mahaan coming to Raw. Et tenez-vous bien, entre le 25 octobre et le 14 décembre, il a fait 3 matchs. Oui, il a fait 3 matchs. À Main Event. Voilà, telle était la carrière de Veer Mahaan à la WWE. Voilà, j'en ai fini avec mes revendications. Nous pouvons passer à la suite. Non mais t'as raison, il faut rendre hommage à ces hommes de l'ombre, ces catcheurs, ces petits catcheurs là. C'est cette petite locarde qui a droit à des petites vignettes et qu'on ne voit jamais, qu'on ne verra jamais. Alors juste pour clôturer, est-ce que tu penses qu'on le verra un jour à Raw? Alors,
Non, je pense que dans son contrat, il y a marqué no show permanent. Permanently no show. Ok, vire. Toi, tu n'apparais que dans des petites vidéos. C'est sympa, les petites vidéos. D'ailleurs, on se demande même comment ils ont réussi. C'est la question que je me suis posée cette semaine. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai été chercher des chiffres sur lui. Et je me suis dit, mais comment ils ont fait pour avoir dans le package vidéo quelques moments où il fait des moves, tu vois. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il a fait 3 matchs à Main Event. Ah oui, justement pour alimenter ses Eh vignettes, en ouais, fait. mais voilà, D'accord. tout à fait. C'est énorme. Ah bah écoute, merci tonton de t'affliger, si je peux dire, ce genre de Ah là là, recherche. ce Mais sacerdoce. C'est un ah ouais, sacerdoce catch-up, quoi. C'est, voilà. voilà, on se dit, Enquête je veux exclusive. ah ouais, c'est clair, on va au bout du bout, on coupe et on recoupe les informations et on découvre toute la vie de Virman derrière. Alors, je ne vous donnerai pas le numéro de téléphone de sa femme ni son adresse, hein, mais j'en sais beaucoup. J'ai un dossier dorénavant sur cet homme. Attention de ne pas en savoir trop, quand même, parce qu'il est grand et costaud. Ouais, quand même. Le genre de gars patibulaire, mais presque. Bon, je peux parler de Becky Lynch, du coup, maintenant que tu Maintenant, vas tu peux, parler. aller, Ah. on quitte notre ami Man. Alors bon, elle est toujours en rivalité évidemment avec Liv Morgan. Voilà, on a un petit récap. Becky nous souhaite la bienvenue. Pareil, elle est toujours bien sapée. C'était une super soirée pour Liv Morgan la semaine dernière. Mais Becky Lynch est toujours la championne. Certains sont contents, certains auraient voulu que Liv Morgan gagne. Elle a eu sa chance, elle s'est bien défendue. Mais voilà, c'est elle, c'est Becky Lynch. Elle est là, elle a la ceinture, elle a le titre. Voilà, à chaque fois qu'on doute de Becky Lynch, ça la rend plus fort parce qu'on ne peut pas en fait douter de Becky Lynch. C'est trop dangereux de douter de Becky Lynch. Vous vous souvenez quand tout le monde voulait que Becky revienne? Eh ben, elle est de retour. Et voilà. Et on avait tous une idée sur comment elle allait revenir. Tout le monde, un peu à la façon de Raphaël. Raphaël, il est là toujours avec son fantasy booking. On sait qu'il aime le fantasy booking. En fait, Raphaël, il ne vit que pour le fantasy booking. Vous voyez, donc voilà. Je pense que ce message de Becky Lynch s'adressait à notre ami Raphaël, qui s'imagine toujours un paquet de choses et qui forcément est déçu parce que ça n'arrive jamais. Et ben voilà. C'est exactement ce qui s'est passé parce que Raphaël, eh ben, il n'évolue pas. Voilà, c'est ce que dit Becky Lynch. Hein. Moi, c'est pas moi. Hein. Moi, je Oh dis le pas. coup bas. Alors notre ami bordelais là, si tu es à l'écoute, je ne suis pour rien dans cette affaire, je n'étais pas concerté. Écoute, s'il y a un problème, faut voir ça avec l'irlandaise. Hein. Voilà, c'est elle qui dit que ces gens-là n'évoluent pas, ils restent sur leurs idées. Becky, elle arrive, elle nous montre la petite vidéo de cette petite fille, la Liv Girl. C'est comme la Miss Girl, une petite fille dans le public qui n'était pas contente de la défaite de Liv Morgan et qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la Miss Girl. C'est assez étonnant. Elle adore, hein, elle se réjouit, Becky, de voir la détresse dans le regard de cette petite fille et il va falloir s'y habituer parce qu'elle va décevoir beaucoup de gens. Tous les petits Raphaël du monde entier vont être très déçus par ce qui va se passer avec Becky Lynch, dorénavant championne. Liv Morgan débarque. Elle n'est pas contente. Elle dit que la ville de Saint-Paul est fatiguée d'entendre ce disque rayé de Becky Lynch. On n'est pas content. À chaque fois, elle explique que les gens doutent d'elle et tout. Mais écoute, c'est pas comme ça. Tu as dû tricher pour gagner et ça, c'est pas cool. C'est pas bien. Et Becky, elle voit la vidéo, elle dit oui, effectivement, je crois il la montre 3 fois la vidéo, tout le monde en parle. Elle sait que voilà, Becky, elle devrait être fière de ce qu'elle a fait, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis Liv nous explique voilà elle est humaine après tout. Elle était déçue et c'est pour ça qu'elle était triste. Elle pleure, elle a des émotions qu'elle partage avec les fans et c'est pas bien. Becky se moque de. D'ailleurs, je sais pas vu, il y a un fan de Becky qui était derrière Liv Morgan pendant toute sa promo et qui hurlait Becky et qui tirait la langue à Liv Morgan. Je pense que le caméraman, il essayait de la sortir du cadre parce que tu avais cette fille qui était cette spectatrice qui était à fond derrière Becky Lynch pendant la promo de Liv Morgan, donc tu avais un petit décalage. Elle veut le titre, elle veut le faire pour toutes les petites filles du monde. Elle veut un rematch à Day One. Becky dit écoute, j'ai triché parce que c'était comme ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, t'aurais dû te douter, voilà, bienvenue dans le monde, dans la cour des grands. On peut le dire ça comme ça, hein, tonton. Bienvenue dans le monde réel. Il faut pas pleurnicher parce que t'as perdu, parce que l'autre a triché et qui s'est pas fait prendre. Voilà, c'est comme ça. Et Morgane, elle est pas contente. Elle veut attaquer
Becky Lynch, elle commence à se mettre sur la tronche. Ça se place des coups de pied, des coups de poing. Liv Morgan est hystérique, elle hurle. Becky se sauve, Liv la poursuit. Et Becky, elle la balance dans les escaliers. Et elle lui pète le bras dans les escaliers. Et laissant donc la pauvre Liv Morgan complètement seule, le bras pété et coincé dans les escaliers. Elle accepte le challenge de Liv Morgan pour Day One. Et surtout, elle donne un petit conseil à Liv Morgan, c'est de mettre un petit peu de glace sur son bobo en rentrant à la maison. Hein, Exactement. pas que ça gonfle. Pas que ça gonfle. Il faut toujours prendre soin des blessures. C'est même les plus bénignes. Eh ben écoute, Becky, solide sur les appuis au micro hein, quand même. Hein. Franchement, moi Becky au micro, je sais pas, avec Seth à la maison, le week-end ça doit être sympa. Quand ils doivent répéter leur rôle. Mais, avec le bébé qui est utilisé comme spectateur, toi, il me pose le bébé et puis voilà, tu regardes papa et maman, ils vont faire un petit jeu de rôle ce soir. Mais clairement, moi je trouve Becky vraiment hyper solide au micro. C'est vraiment la patronne dans cette rivalité. Elle en est même trop la patronne presque. C'est-à-dire que je trouve que Liv Morgan, elle est quasiment écrasée par la personnalité. Tu vois, quand je vois Bianca en face de Becky, je sens pas, tu vois, cette espèce d'affaissement du challenger face à Becky. Alors qu'avec Liv, ça, je le sens, quoi. Et souvent, je sais pas si tu le ressens un peu, mais quand elle parle, alors comme on regarde les shows en VO, mais on le ressent peut-être moins avec certainement, je pense, avec les commentaires français. Et elle a la voix un peu chevrotante. Elle est un peu tu vois, il y a des moments de. Après, je sens qu'à tout moment, elle peut pleurer, elle peut craquer, quoi. Ouais, on a toujours la sensation qu'elle est au bord de craquer et tout ça, quoi. Et je pense que ça serait compliqué après si elle devenait heal, d'ailleurs, Liv Morgan. Ou dans un clan, ça allait, mais toute seule, je sais pas comment ça se passerait. Peut-être qu'elle serait plus à l'aise, j'en sais rien. Mais du coup, ce qui me gêne un petit peu dans cette rivalité, c'est que vraiment, je sens Liv Morgan complètement écrasée par l'événement, par le poids de la ceinture à la féminine et par le fait que Becky est tout simplement monstrueuse au micro et qu'on sent qu'elle force pas, quoi. Que ça vient facile, quoi. Comment elle explique que pour elle, la victoire controversée, elle n'a pas à être controversée, quoi, parce que personne à lui expliquer comment elle doit faire son taf et comment elle doit rester championne pour longtemps, quoi. Donc tout est vachement cohérent, tu vois, et j'ai trouvé ça très bien. Alors, moi, je reviens finalement sur ce que je disais tout à l'heure sur Bianca. Je pense que Liv Morgan continue à être une challengeuse de transition. Si elle prend le titre, moi, j'avoue que ça sera à ma grande surprise, en tout cas. Et je considère que la number one contender naturelle, ça reste Bianca Belair. Mais en tout cas, ce segment présenté sur ce Monday Night Raw du 13 décembre 2021, ça m'allait très bien comme ça. C'était bien. Et la tenue, alors la tenue de Becky, c'était quand même pas mal. Par contre, c'était pas très pratique pour se déplacer quand il y a eu la grosse bagarre. On a quand même droit à un gros botch sur les escaliers où Becky frappe, mais alors complètement dans le vide, à côté, etc. Sur le replay, d'ailleurs, les mecs font pas gaffe, ils relancent le même truc. Et la WWE le lendemain sur le Twitter. A remis le même spot, mais cuté, et où là, on avait vraiment l'impression que Liv avait eu effectivement très très mal. Ah bah écoute, voilà, c'est parfois, c'est pas pour rien qu'il y a des uniformes pour chaque métier, et effectivement, bon là, elle avait peut-être pas, elle a laissé trop libre cours à sa créativité. Non, mais c'est bien, Becky, là-dessus, les cosplays sont toujours super intéressants, super choisis, etc. J'adore ce côté. C'est pour ça que moi, je répète tout le temps sans arrêt que pour moi, c'est une twineuse parce que j'adore le fait que quand elle rentre, il y a toujours une super pop, quoi, quand elle rentre au moment où son theme song retentit et qu'après, petit à petit, ça se transforme. Et comment elle parle au public, là, comment elle a encore bien chié sur le public de Minnesota, quand même. Et comment finalement le public arrive à la détester. Mais il y en a quand même toujours une petite partie. Il y a toujours un pourcentage de la salle qui qu'aime Becky, quoi qu'elle fasse, quoi. C'est des acharnés, quoi. Et moi, je trouve que ça rend toujours l'ambiance sympa avec Becky quand elle est présente entre les cordes. Écoute, je te rejoins complètement, effectivement. C'est pas facile pour Liv Morgan, là, mais ouais, écoute, en tout cas, ça lui fait un bon... ça va lui faire un bon exercice, quoi. Mais oui, elle est jeune, elle apprend... elle a sa carrière devant elle, Liv Morgan. Là, on n'est pas en train de parler d'une catcheuse qui est sur la fin, bien au contraire. Donc, écoute, ça se trouve, dans 3-4 ans, Liv Morgan, elle sera peut-être dans le top de la liste des awards de catch-up. Et on dira, ah, tu te rappelles, en 2021
Oui, où elle tremblait à chaque fois qu'elle devait dire quelque chose. Eh, oh, mais Elle qui a, t'es, elle a bien grandi, la petite, depuis. mais qui t'es trop méchante avec moi. Bon, écoute, en parlant de petits et de grands, séquence backstage avec AJ Styles qui nous dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans son équipe avec Omos. Effectivement, là, il y a des petits ratés. C'est vrai qu'ils avaient perdu le titre. Et puis voilà, il y a plus peut-être. Est-ce qu'il y a toujours là, cette fusion entre les deux? Et Gistal, il nous rassure, il dit ouais, il n'y a pas de problème entre les. De toute façon, Homos, je l'aime bien. C'est pas, je suis pas juste là pour l'aider, pour le lancer. Je suis là, c'est un investissement. C'est un bon gamin. Je veux qu'il réussisse. Et là, une fois qu'il a dit c'est un bon gamin, t'as un bonhomme de 2,10 m qui débarque, 160 kilos, qui le regarde de haut et qui lui fait We good? Ouais, on est bien, on est good, on est good. Très bien. Puis il lui met la grosse tape, c'est du grand costaud sur l'épaule du tout petit, en appuyant un petit peu, c'est la tape qui est un peu plus forte que d'habitude. Et puis il s'en va. Puis il s'en va. Donc on est bon, on est good. On est bon, ouais. Normalement, on est OK. Oh ouais, super, très bien. On enchaîne derrière avec, je sais, le segment que tu attends chaque semaine. Dana Brooke et Reginald se baladent sur la place de Saint-Paul. Tu sais, ces petites places qui sont en face du, 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 du City Hall, rendues célèbres par des films comme Retour vers le futur. T'as toujours cette petite place très américaine, la ville typique, avec les petits bancs, et puis on se balade, voilà, on est en face de l'hôtel de ville. Et puis ça se balade, et puis Reggie dit, bah voilà, moi j'ai des petits conseils que je peux te donner, je suis un ancien champion et tout. Alors, l'hôtel dit, ouais, d'accord, écoute. Et puis après, il lui propose un date, il lui dit, bah écoute, on pourrait aller boire un petit chocolat chaud. Ouais, ok, pourquoi pas. Bon, d'accord, ok. Bon, il y a de. Peut-être. On sait que Reggie est un bourreau des cœurs, donc attention, Dana, de ne pas tomber dans les griffes de ce pervers sentimental, de cette. Comment on dit ça On appelle ces psychopathes là, qui mettent des manipulateurs hein, de l'amour. Hein. Attention, hein, Dana. Choisis bien, fais attention. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? R-Truth et Akira Tozawa sont déguisés, alors je sais plus, en sapin de Noël et en bonhomme de neige, je me souviens plus. C'est ça, ouais. Ouais, il fait bah attendez les gars, on vous a vu. Non, vous avez pas vu, vous inquiétez pas. Et puis qui c'est qui débarque? Tamina. Elle est pas déguisée en sapin de Noël, elle est pas déguisée en pain d'épices. Tamina, mais elle attaque Dana, ça se bagarre. Et puis Dana se sauve avec Reggie en sautant sur un trampoline et disparaissent pendant que R-Truth et Akira se rejettent mutuellement la faute. Écoute, ce serait très pratique d'avoir des trampolines un peu partout dans la ville pour se déplacer. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, on pourrait faire les Yamakasi un peu, tu vois, faire des backflips, des moonsaults. On pourrait finalement reproduire des gestes de voltigeur du catch, des high flyers de folie, ça serait excellent quoi. Alors moi je sais pas trop si à mon âge ça serait très conseillé pour mes chevilles et mes genoux, mais quand même quoi. C'est vrai qu'il y a partout apparemment à Saint-Paul, si vous allez faire un peu de tourisme du côté de Saint-Paul. Minnesota, vous pouvez trouver des trampolines un peu partout pour vous déplacer et c'est ma foi fort sympathique à regarder à la télévision. Écoute, je trouve ça mieux que le mobilier à Paris qui est fait à base de cagettes. Hein. Voilà. Donc au final, on voit d'ailleurs, ça a l'air de cailler à Saint-Paul et il y en a qu'un qui est en petite chemisette, et bah c'est l'arbitre. Et l'arbitre, lui, il a été obligé de foutre la chemisette pour accompagner Tamina et qui doit se cailler les meules puissance 10 en disant bon allez les gars là le segment 24/7 là, on enchaîne là. Ils auraient dû lui mettre des moufles et un bonnet, ça aurait été marrant ça, toi. Ouais. Donc la seule info à se rappeler dans cette histoire, c'est Dana a conservé, tout va bien. Oh, tout va bien. Allez, on va direction, retourne aux affaires autour. Alors, est-ce que c'est vraiment autour du titre US? Je ne sais pas trop. En tout cas, on a le champion US qui est là ce soir dans un match avec Finn Balor contre Robert Roode et Dolph Ziggler, donc un tag team player entre donc le champion US, le démon et les Dirty Dogs. Dirty Dogs. J'aime bien leur nom, les Dirty Dogs. Un très bon nom qui leur va parfaitement. C'est le Roode qui commence face à Priest, puisqu'ils étaient, ils sont affrontés la semaine dernière autour du titre US justement. Le Glorious One parvient à prendre le dessus et il se débarrasse de Finn Balor et c'est à ce moment-là que Damian Priest place un énorme coup pour l'allonger.
Damien Priest s'occupe des Dirty Dogs tout seul à ce moment-là. Rude et Damien Priest font le tag. C'est donc au tour de Finn Balor, qui est chaud comme un chocolat chaud de Reggie, d'affronter Dolph Ziggler, qui est chaud parce que c'est Dolph Ziggler et qu'il est toujours chaud, ce mec. On s'échange des gros coups dans la tronche à une vitesse et une rapidité spatiale. L'ancien champion universel place un énorme running dropkick sur Dolph Ziggler, mais c'est à ce moment-là que ce petit con d'Austin Theory vient faire sa petite distraction, ce qui coûte la victoire au démon, puisque Dolph, le dauphin, place un zigzag pour la victoire. Victoire incroyable, et derrière, la petite provocation d'Austin Theory qui prend un selfie. Et oui. Et oui. Et oui, le selfie du petit con. Voilà. L'ultime provocation. L'ultime provocation de prendre un selfie. Bon, petit match de 7 minutes 30, encore hyper rythmé là pour le coup. Alors là, avec les 4, ouais. On les a pas mal évoqués ces derniers temps, les Dirty Dogs, mais ouais, je vais pas dire toutes les semaines qui sont dans une shape éblouissante. Mais ça faisait longtemps en tout cas qu'on n'avait pas vu une petite victoire avec le zigzag du Ziggy, quoi. C'était cool. Alors Finn Balor, on sait pas. Finn Balor, lui, écoutez, un peu, c'est compliqué. Il se balade dans la mid-card. Il est là, il a du temps d'antenne, il fait des petits matchs. Là, il accompagnait le champion US. Qui lui est tranquille dans la vibe, posé dans son siège de futur Rookie of the Year. Tout va bien, quoi. Donc ils sont posés, ça nous donne un bon petit match de catch, c'était cool. Mais il y a à peu près pas grand-chose derrière, en fait. Finalement. Et tu remarqueras que les Dirty Dogs, en ce moment, ils sont utilisés soit dans la Tag Team Division, soit face pour le titre US. Enfin bref, c'est un peu ouvert dans tous les sens. C'est des catcheurs, ouais, c'est des catcheurs outils. Voilà. Outils. Voilà. Donc écoute, c'est parfait. Ça donne un bon petit match de catch. Et je reste juste circonspect sur notre ami Finn Balor. Qu'est-ce qui se passe un peu avec lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il navigue à vue en ce moment, je trouve, l'Irlandais. Alors, deux choses. Un, donc comme tu as dit, la victoire de Dolph Ziggler à l'approche de Noël. Voilà, c'est un petit cadeau. Le miracle de Minneapolis. Voilà. La victoire du Dauphin. À la fin d'année, pour se rappeler de beaux souvenirs. Tout ça pour grappiller quelques places dans le top des Catch-Up Awards. Peut-être que ça va marcher. Hein, on se souvient toujours de ce qui se passe à la fin de l'année, un peu moins de ce qui se passait au début. Et il le sait, ça. Il sait comment ça fonctionne, les Catch-Up Awards de Dolph Ziggler. Il est pas bête. C'est vrai que je lui avais expliqué en même temps. Je lui avais dit, Dolph, focus-toi sur la fin de l'année, si tu vas apparaître au Catch-Up Awards. Et il m'avait dit, écoute, j'en ai pas beaucoup entendu des bons conseils dans ma vie, mais celui-là, il restera là. Et je me souviendrai toujours, mais bon, passons. D'ailleurs, il faudrait que Dolph et Nikki aussi s'abonnent à notre Twitter. Ça serait bien que tu envoies, je sais que tu manges avec eux tous les vendredis à la cantine là, donc si tu avais la possibilité de leur dire qu'ils oublient pas de s'abonner au Twitter de Catch-Up, @CatchUpCDC, et ben ça serait parfait. Ok, bah écoute, je lui mettrai un petit mot la prochaine fois que je lui enverrai un fromage à Nikki, parce que tous les mois je lui envoie un petit fromage, une petite sélection, tu sais, je fais un petit plateau, une petite sélection. Ah, cool. Et puis. Autorisé par la douane? Oui, parce que c'est des fromages qui se marient parfaitement avec du whisky. Donc du coup, la douane, ça passe. Ça. Tu vois, si tu dis, la douane écossaise, il passe. Parce que je passe par le réseau écossais, en fait. D'accord, ok. Ah bah oui, ouais. Enfin, bon, bref, je vais pas non plus tout balancer. T'as des entrées à Glasgow. Ouais, bah oui, tu sais. Et puis Finn Balor, peut-être on nous prépare une petite feud avec autour de titruage, j'imagine quand même. Hein, parce que pourquoi pas. Ça avait l'air il avait pas l'air très content, la dame prise de ce qui s'était passé, donc. Écoute, qu'on fasse turner l'un des deux, au final. C'est un peu ça, parce que là, tous les deux sont dans un alignement face. J'ai presque envie de te dire que moi, j'aurais bien envie de voir Baylor turner. Et en mode turn un peu à NXT, là, comme il a fait lors de la deuxième phase, là. Ça, c'était plutôt sympa. C'est un Finn Balor comme celui-là. Moi, j'aimerais bien le voir à Monday Night Raw. Oui, et ben on est d'accord, on veut le voir. Finn, turn, please. On va. Alors, direction. Une petite séquence. Ah bah alors attends. Juste. Alors. J'en parle, ça se passe plus tard, mais je voudrais savoir, est-ce que tu as compris ce que Vince McMahon a dit à Austin Theory dans son bureau? Je n'ai rien compris à ce que ce vieux grabataire a marmonné à Austin Theory quand il lui a sorti un crayon de papier pour lui dire que c'était l'arme la plus puissante du monde et qu'il lui a montré, tu vois, ça c'est une gomme. Qu'est-ce que c'est que ça?
Toi Qu'il- qui. ouais, il lui conseille en fait à Théorie enfin Vince McMahon conseille à Théorie d'utiliser l'arme la plus mortelle du monde, quoi, un crayon et une gomme. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez 4 heures. Vous nous mettez ça dans les commentaires sous la vidéo et nous on fera un fact-checking des chroniqueurs de la Team Catch-up parce que je pense que tout le monde est encore en train de réfléchir sur le sens profond de ce segment. D'accord. Bon, écoute, je pensais que tu avais compris, vu que Non, il y avait le non. langage, ça parlait un peu chanté, langage EHPAD un petit peu. Hein, je me suis dit, il a l'habitude quand on. Oh le salaud! Non, Oh mais le salaud! c'est juste, voilà, avec tout le respect qu'on doit aux anciens, on comprend pas toujours ce qu'ils disent. Alors je me suis dit, là, je pense que là, le tonton, il a même pas besoin de sous-titres, il a parfaitement compris le message de Vince. Ouais. Ouais, j'ai compris ce qu'il a dit, je n'en ai pas compris, par contre, je n'en ai pas saisi le sens. Bon, allez, tu parlais de Nikki, bah écoute, moi aussi je vais te parler de Nikki, et pas que pour le whisky. Je vais parler de Nikki parce que Nikki, elle est dans le bad et qu'elle a besoin Ouais, ouais, ouais. d'encouragement. Et Rhea Ripley, elle est là, elle l'encourage. Il dit, il faut que l'ancienne Nikki revienne. Tu peux pas te laisser comme ça abattre par les autres, te laisser foutre un coup au moral. Donc Nikki, reprends-toi. Il y a un match ce soir, c'est l'occasion. Donc c'est entre Zelina et Rhea Ripley, mais Nikki sera là. On a une petite promo de Queen, la reine Zelina, à l'approche du ring, qui tient parfaitement un micro. Hein. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'elle nous explique, mais elle tient bien le micro. C'est tout ce que j'avais noté. Qu'elle tenait bien le micro, cette reine Zelina là. Une verbe parfaitement maîtrisée. Mais le match ne va pas forcément se passer comme prévu. Non, ça c'est sûr, hein, ces genres de match, t'as même pas le temps d'aller pisser, t'as même pas le temps d'arriver jusqu'au chiottes que le match est déjà fini. Ou alors il faut réussir à pisser, se nettoyer les mains, ou alors tu te nettoies pas les mains peut-être, mais voilà, en 49 secondes, je crois que ça a duré, ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc Delia, voilà, il passe elle se prend un gros dropkick par Rhea Ripley. Rhea veut placer son Riptide, pardon. Nikki court après Carmella. Carmella envoie Nikki dans le coin. Rhea va dire qu'est-ce qui se passe ma copine, et puis Zelina en profite pour placer des gros coups de genoux là dans le dos de Rhea Ripley, et puis le petit roll-up et victoire 1-2-3 en bas, laissez peser, longue vie à la reine Zelina. Voilà. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Ouais, écoute, j'ai pas grand chose à dire de ce match, si on peut appeler ça un match. Et c'était vraiment très, très, très pauvre. Donc passons à la suite, c'était beaucoup plus sympa. Backstage, Seth Rollins refuse l'aide de Kevin Owens qui avait un plan, visiblement, mais il le refuse complètement. Il ne veut pas entendre parler de cette histoire de plan. Il n'y a aucune chance. Seth Rollins ne veut pas que Kevin Owens ne se mêle de ses affaires. Il va s'occuper. Dance in hell. Il va s'occuper de ce match tout seul. Et Kevin Owens dit que c'est une erreur. C'est une erreur de pas laisser Kevin Owens s'accompagner parce que Bobby Lashley n'est pas tout seul. Il y a MVP qui est avec lui. Donc Seth Rollins, là, il va à la casse. Il va à la casse. Et donc Seth Rollins arrive toujours avec toujours dans l'excès lors de son entrée. Et le match donc commence. Bobby Lashley est envoyé dans le coin du ring. Il revient. À un moment, donc on commence à jouer le décompte à l'extérieur. Mais Bobby Lashley revient en compte de 9. Et là, il détruit complètement Seth Rollins avec des souplesses et tout un arsenal complètement dingue. Et du coup, Seth Rollins est à l'extérieur du ring à ce moment-là, je crois, oui. Il est il attend un petit peu comme ça dans les barricades. Et Kevin Owens arrive en courant sous le Titantron, et il est derrière Seth Rollins. On a limite dans un mode cartoon, il fait chut, et paf, il met une patate à Seth Rollins, provoquant ainsi la disqualification. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'intelligence, la supériorité intellectuelle du Canada, mon bon tonton, puisque en agissant ainsi, provoquant la disqualification, il offre donc la victoire à Seth Rollins et la défaite à Bobby Lashley, annulant donc toute chance de Bobby Lashley de rejoindre la title picture. À ce moment-là, tu te dis, mais quel petit malin ce Kevin Owens.
Exactement, exactement. Kevin Owens, stratège jusqu'au bout. Mais pareil, c'était encore bien joué cette affaire. On pouvait pas s'attendre, on n'allait pas avoir un match de 15 minutes là entre Bobby Lashley et Seth Rollins. C'était pas possible que ça se passe dans ce, de cette manière-là. Donc écoute, ça me paraît. C'est pas. Par contre, la démonstration, ça a duré 2 minutes 29, hein, je crois, en tout et pour tout, jusqu'à ce qu'on annonce finalement le no DQ. Et, on va dire, il y a 1 minute 30 où Seth Rollins ne fait que prendre des bumps. Il ne fait rien. Il n'a aucune offensive, il ne porte aucun coup. C'est Bobby Lashley. Bobby Lashley est tellement dans la domination que dans la partie, tu sais, où ils sont ringside à côté de la table des annonceurs, Bobby Lashley, il va se permettre, pendant le compte de l'arbitre, aller faire un check à Gable Stevenson, le champion olympique de lutte amateur, et après revenir peinard dans le ring. Et là, ça va être l'avalanche, quoi. Le mec, il va enchaîner 2-3 forearms, et après vertical suplex, Bailey to Bailey, vertical suplex à nouveau, et Rollins, il est dans le coin, il est en mode cadavre, quoi, et inspire de fou pour terminer. Non, franchement, Bobby Lashley, là, tu le découvres, tu connais pas le catch. C'est la première fois que tu vois Monday Night Raw. Tu vois ça de Bobby Lashley. Tu vois après le mec se tourner vers la hardcam et te regarder comme ça. Et tu te dis, aïe, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors, il n'a pas vu la lumière, le pauvre. Machine de guerre que c'est le Bobby Lashley. Donc écoute, voilà comment j'ai ressenti ce segment. Ouais, il n'a pas vu la lumière du jour, puisque voilà, entre-temps la direction est arrivée, ils ont restart le match. Voilà, parce que, visiblement Adam Pearce et Sonya Deville veulent vraiment que Bobby Lashley soit là le 1er janvier. Voilà, c'est ça. Ça devient un DQ et l'autre il a à peine le temps de se retourner qui se bouffe le spear et donc effectivement là la victoire définitive de Bobby Lashley. Et d'ailleurs on annonce que le match contre Biggie sera aussi un no DQ à ce moment-là, je crois. Voilà, pour le reste de la soirée, ce sera du no DQ. Maryse est là. Maryse est là, elle a le micro, c'est la plus belle, elle est la plus belle, son mari est le plus beau, c'est ce qu'elle nous dit au micro. Elle est d'ailleurs très heureuse d'accueillir ce soir son mari qui est tout simplement officiellement annoncé comme membre introduit au Hall of Fame pour l'édition 2022. Écoute, est-ce vraiment une surprise, tonton Chris, de voir le Miz rejoindre le Hall of Fame? On a une magnifique vidéo, un magnifique package qui nous raconte l'histoire incroyable, très source d'inspiration pour le monde entier de cette carrière de Mike Mezzanine qui avait commencé dans des TV shows, la reality TV, et qui aujourd'hui a tout simplement une carrière phénoménale. Et c'est normal. Des fois, on introduit des gens au Hall of Fame alors qu'ils sont encore au summum de leur carrière, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et mérité. Ça serait en tout cas pas fou dans le monde du catch de faire rentrer un mec au Hall of Fame alors qu'il est encore en activité. Normalement, ça ne se fait pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était super bien lancé ce truc. C'était en fait cette arrivée de Maryse tout en grâce. Tu sais que Maryse, il y a un petit truc, c'est pas un chiffre avec elle, c'est son attitude, son alignement. Et Maryse, c'est la seule femme du roster qui n'a jamais turné de toute sa carrière à la WWE. Maryse a été heel toute sa carrière. Et derrière, elle arrive avec le mari, et je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé que le package vidéo était ultime. Était vraiment waouh. Encore une fois, je reprends l'exemple du mec qui regarde Raw comme ça une fois vraiment de temps en temps, et tu tombes sur ce package vidéo du Miz, tu te dis waouh, putain, ce mec mortel quoi, hein, incroyable ce palmarès et tout, truc de fou quoi. Donc pourquoi pas Miz au Hall of Fame? Allez, votons. Ouais, votons. Bon, écoute, Edge, lui, par contre, il était un petit peu moins touché. Mais si il arrive, il débarque, il dit. Écoute, voilà, alors il embête un peu le Miz en répétant, ah, ça t'agace, bah toi aussi tu nous agaces là, à chaque fois que tu prends le micro, il y en a marre, à chaque fois que tu ouvres la bouche. Alors tout le monde est là, ouais, il a raison. Écoute, t'es un grand, t'es un champion, je le reconnais, t'es très bon, et je sais pourquoi tu agis comme ça, malgré tout. Ah ouais, et puis la Miz il fait, oh, you think you know me? Ah, bien placé, haha, bravo. Il y a plein de gars comme toi, comme le Miz, qui voilà, s'envolent, des papillons, des licornes, et puis après qui s'écrasent lamentablement parce ils ont peur, tout simplement. Elle dit quoi, t'as peur? Moi j'ai peur quoi? Du vieux Edge? Peut-être l'ancien Edge, celui qui la tête brûlée, mais pas le Edge là qui est de retour. On m'a dit que
effectivement, plusieurs fois, on lui a dit à Miz qu'il n'était pas, qu'il compensait par une grande gueule. Elle dit, t'es un futur Hall of Famer, il n'y a pas de souci, ça. Mais il faut que je t'apprenne une leçon. T'as une leçon à apprendre. Je vais t'apprendre la leçon, et c'est à Day One que je vais te l'apprendre, ta leçon, que je vais te démonter, là, arracher cette tête de gars constipé, là, qu'il y a sur ton visage constipé, là, je vais te l'arracher. Et la mise, pof, il ouvre une bouteille de champagne dans la tête à Edge. Edge s'apprête, il attaque le Miz, il lui place un DDT, je crois, oui, voilà, et puis après il veut placer un spear, mais la pauvre Maryse est sur le chemin. Alors je crois que c'est le Miz qui la pousse un petit peu, la Maryse, sur le chemin, et Miz, donc il attaque Edge, il place son Skull Crushing finally, il embrasse Maryse, on se dit c'est magnifique, mais à un moment là, il y a un truc qui va pas. Maryse, elle est pas bien. Elle nous explique qu'elle a 2 enfants maintenant, c'est une mère de famille, elle peut plus faire ça. Là, elle a vu sa vie défiler devant ses yeux, elle a failli se faire spear quand même par Edge. C'est plus possible ça. Et la baffe, la claque, la gifle de Maryse sur le Miz, qui ne comprend pas ce qui s'est passé, et donc le couple se retire, pas content, Ouais, quoi. Pas content. Allez, laver son linge sale en famille. Faut pas s'inquiéter. Ouais. Je suis pas du tout inquiet de la fin du segment en fait. La claque à Marie, c'est une engueulade de couple en direct live à la télévision américaine. Et, on en a vu d'autres. Voilà, le Miz il a pris sa gifle, ça va leur servir d'angle pour le prochain Miss and Mrs. Donc tout est parfait, donc tout est impeccable. Je suis pas du tout inquiet pour ça. Moi, le seul truc c'est que je m'attendais peut-être à l'arrivée de Beth Phoenix en fait. Je me suis dit, depuis à Wargames, elle a annoncé qu'elle quittait NXT. Je me suis dit, c'est peut-être le soir là pour voir. Comme Maryse est arrivée, c'était elle qui avait fait l'ouverture du segment. Je me suis dit, pas impossible de voir Beth Phoenix. Et finalement, à ma grande surprise, elle est pas venue. Mais c'était pas mal, ça tient bien la route. Edge, franchement, il a fait une année. Il a fait vraiment une super année. Et dans toutes les rivalités dans lesquelles il aura été impliqué, il aura toujours été à 100% le mec. Et j'aime bien le choix de ses t-shirts et tout quoi. Et vraiment non, mais moi franchement il m'aura épaté toute l'année. Et là pour finir l'année en beauté, qui de mieux que l'un des top heels de la fédération, c'est bien le Miz. Donc je trouve franchement que c'est cool. Et puis ce retour de Marie, c'est sympa. C'est un truc qui fonctionne bien à la WWE. Qui fonctionne bien, qui sont bons au micro. Et ça va nous donner, je pense, à Day One un truc assez sympa. Donc maintenant, je continue à suivre le soap. Et j'espère que peut-être lundi prochain, peut-être que Beth Phoenix va avoir une interaction, qui sait. Écoute, c'est possible, faut qu'ils trouvent une nounou. Ils peuvent pas être tous les deux. C'est un peu ça le problème en fait. C'est vrai. C'est pour ça ils font un tour de rôle en fait. Donc là il faut trouver une bonne nounou. Donc écoute, si tu connais une bonne nounou, envoie-leur les références, parce que si tu veux que ça se passe, c'est à toi de provoquer en fait. Si tu veux ce booking là, c'est entre tes mains, tonton. D'accord ? Ok, ça marche. Okay, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ça dans la semaine. Ok, écoute, backstage, Seth Rollins et Kevin Owens vont voir Biggie, dit vas-y Biggie, vas-y, tu vas le battre. Kevin Owens dit ouais, j'ai un plan, j'ai une stratégie. Biggie dit attendez, non, stop. Je vais battre Bobby Lashley, je sais le faire, je vais le faire. Si vous voulez que ce match reste une triple threat, restez en dehors de mon chemin. Biggie, il assume, il dit moi je suis le champion, je vais résoudre cette affaire tout seul. Le match commence. Biggie donc affronte Bobby Lashley dans notre main event ce soir à Monday Night Raw. Donc on perd pas de temps. On verrouille directement les deux gros les Golgoth, les masses, ils sont massifs quand même. Il y a de la barbecue là, il y a du beefsteak sur le ring. Bienvenue dans les métiers de la viande. Les bouchers sont sympas. À peine la cloche a sonné que ça se met des gauches, des droites dans la tronche. Ça se tape là, 2 taureaux là, qui se rentrent dedans. C'est clair. Il y en a un peu plus, je vous en remets quand même. Ouais, allez-y. Un peu de muscle. Mettez-moi du muscle. Je veux du muscle. Même pas la cuire, la viande. Allez, hop. Biggie va chercher une table parce que n'oubliez pas, c'est un no DQ. Mais Bobby Lashley dit hop, party crasher. Tu sais, non, on fait pas ça ici, pas de ça chez nous.
Plus tard, Biggie va réussir à choper la table quand même et la place dans le coin du ring. Le Almighty place un flatliner là, pour le compte de 2. Biggie répond par une magnifique triplette de belly to belly, souplesse. Mais le Big Splash qui d'habitude s'ensuit est manqué. Il envoie Bobby Lashley. Il envoie Bobby et il s'écrase. Ils crient tout le temps, que ce soit Corey Graves, Nobody's home, Jimmy Smith, Nobody's home, et Byron Saxton derrière, Nobody's home. Oh, putain, ok, ouais les gars, on a vu, il est parti. Il est parti, il est parti Bobby. Bobby Lashley qui se retrouve dans la chaise, hein, son crâne vient percuter une chaise qui avait été placée dans un des coins du ring. Biggie donc qui prend le dessus là sur le Almighty Bobby Lashley, qui parvient à faire un slam sur Biggie à travers la table pour un compte de 2. Biggie qui répond par un slam sur les marches en fer des escaliers. Et le Almighty donc qui place inspire, mais Rollins et Owens interviennent pour empêcher le tomber. Biggie n'est pas content. Il place donc voilà tout le monde. Il s'attaque à Bobby Lashley. Il s'attaque même MVP. Même MVP, il en prend pour son grade. Kevin Owens lui donne des coups de botte dans la tronche. Biggie n'est pas content. Il attaque Kevin Owens. Il le passe à travers une table. Et lui, Bobby Lashley, fait un énorme spear sur Rollins à travers une autre. C'est le carnage, c'est le chaos là, au géant du meuble, Monsieur Meuble. MVP attaque Biggie avec sa canne dans le genou. La rotule explosée là. Hein. Et puis alors là, c'est la partie la plus fragile du corps humain, la rotule. Hein. Les genoux. Il faut pas toucher les genoux. On avait dit pas les genoux. Et Bobby Lashley place un spear pour la victoire. C'est le chaos, mais c'est la victoire. C'est la victoire de Bobby Lashley qui rejoint donc le match. Rendez-vous au 1er janvier, tonton. Bravo, énorme, bravo, formidable. Moi, je dis bravo. Je dis, on va avoir un 1er janvier avec un Fatal 4-Way de monstres, voilà, de Golgoth. Ça va être incroyable. Là, les 4 belligérants, c'est que du lourd, que du très très lourd, que du savoir-faire de la WWE, j'ai envie de dire. Là, tu vois. On a du powerhouse qui dégueule de partout et ça va être formidable. Alors, c'était un peu convenu, on peut le dire maintenant, on est à la fin de la review, que Bobby Lashley, on avait peu de doutes sur le fait qu'à terme, quelle que soit la manière, le résultat allait être là et qu'il allait battre tout le monde et qu'il allait obtenir son ticket pour ce Fatal 4-Way. Il a réussi les travaux de Bobby Lashley et il les a réussi de belle manière. Et quel main event pour finir ce truc. Moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ça a duré presque 18 minutes, 17 minutes 44 exactement. Le chaos, comme tu l'as bien dit, le chaos au bord du ring et tout, Owens et Orins qui arrivent sur le ring, le sauvetage sur Biggie, tout qui s'enchaîne, la grosse triche d'enfoiré de MVP bien comme il faut pour péter le genou à Biggie et pour permettre à Bobby Lashley de remporter le match tranquillou. Bref, moi tout ça j'ai trouvé que c'était bien ficelé, c'était de l'entertainment, tu vois. Il y avait du muscle, il y avait de la puissance, il y avait de la filouterie, il y avait tout ce qu'il fallait là, tu vois. Alors on est dans un truc assez incroyable puisque là on a quand même dans un Fatal 4-Way, on a 3 heals pour un babyface. Quand tu regardes par exemple la Tag Team Division à Raw, où c'est tout le contraire, puisqu'en fait les 3 Tag Team actuellement dominantes sont 3 Team Face, puisque tu as les RK Bro qui sont champions, et que les 2 finalistes du RK Bro Namen, qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait des blessures, donc ça a été ajourné, c'est les Mysterios, et merde, j'ai perdu l'autre équipe. C'est les Viking Raiders. J'ai perdu l'autre équipe. Fact-checking peut plus catch-up, mais je suis sûr que c'est des faces aussi. Donc là, du coup, on a du lourd. 3 heals face à Biggie pour le Day One. Ça va envoyer du pâté. En tout cas, pour moi, le main event de Monday Night Raw, c'est mission accomplished. Écoute, c'était super. Un beau fil rouge, là, comme on aime. Du chaos final, des interventions, voilà, des tables qui explosent. Voilà, c'est ça qu'on veut en main event. De la bagarre, de la fourberie. Et puis tout au long voilà, de cet épisode, on va en parler là dans notre conclusion, des tops et nos flops. Et ben voilà, des belles séquences micro, voilà, de la stratégie et de la bagarre.
Quand t'as le public qui chante We want tables et puis qu'on t'en sort pas une, on t'en sort pas deux, on t'en sort trois, on t'en sort quatre. Là, tu te dis, ah ouais, là, ça y est, ça part en couille complet, là. Et là, le catch, quand c'est comme ça, c'est magnifique, quoi. C'est jouissif. Tu te dis, oh là là là, ça y est, ça part en cahuète, quoi. Et, en plus, Owens et Rollins sont tellement à l'aise dans ce genre de truc, dans le chaos. Peut-être que pour Lashley, lui qui est peut-être un catcheur un peu plus conventionnel, tu vois. Mais là, finalement, se retrouver avec ces mecs qui ont un tel talent, et bah, du coup, ça nous donne un main event de fou dans le vaisseau amiral. Et ça fait du bien. Oui, parce que si tu veux, Bobby Lashley, effectivement, c'est pas trop son élément. C'est le genre de Ah, mec. C'est un peu comme Samoa Joe. Dès qu'on lui demande de déplacer une table ou une chaise, il sait pas trop comment faire, toi. Oh, une échelle, voilà, c'est pas trop, toi. Mais par contre, s'il y a d'autres mecs qui sont plus à l'aise dans cet exercice autour de lui et que lui, on lui demande juste de faire des spires et de tout casser, ouais. Mais c'est sans exact. déplacer, qu'on lui demande pas de déplacer les meubles et de les placer au bon endroit au bon moment, et ben là, il est bien, comme un poisson dans l'eau. Ouais, exactement. Moi taper, moi détruire. Voilà, là, Bobby, il sait faire. Le Bobby, il est bien. Il est bien, Bobby. Bon, allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon bon tonton. Nous Ouais, sommes arrivés à la fin de cette grosse analyse. Eh ben oui, oui. feu d'artifice, on arrive là, les festivités de fin d'année. Si tu veux bien nous partager pour cet épisode de Monday Night Raw, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, bah écoute, mon top, on vient d'en parler très longuement et je pense que vous l'aurez deviné sans problème. C'est bien ce main event de Monday Night Raw. Comme je le dis, j'aime à le dire souvent. J'adore finir un show de catch, quel qu'il soit, weekly, pay-per-view ou autre, avec un gros main event et avec la sensation de finir le show en beauté et avec des feux d'artifice plein les yeux. Et bah, c'était exactement ce qui s'est passé pour moi dans ce main event de Raw. Et c'était vraiment bien cool ce Bobby Lashley Biggie là. Parce que 20 minutes de catch, de folie, c'était parfait. C'est exactement ce que je demande à un show de catch. Donc, top pour Bobby Lashley Biggie Main Event. Et mon flop, je vais le donner au piteux Queen Zelina, Rhea Ripley, Nikki H et compagnie. Là, franchement, c'est vraiment... là, on est dans le fond du fait-tout de Monday Night Raw. Et ça fait pas super plaisir. Mais ça sera vraiment l'un des seuls trucs notables au niveau des flops parce que je vais donner une note assez bonne à ce Monday Night Raw parce que vraiment j'ai trouvé tout ce fil rouge autour du titre de Biggie et du futur booking de Day One. Un peu comment ça se passe avec les RK Bro justement, Bianca Belair bien mise en avant comme il faut, Becky Lynch forte en promo, un zigzag de notre dauphin national, ça veut dire bon en tant qu'ancien des cahiers du catch ça fait toujours plaisir, et la Zigoo Nation is alive. Et donc du coup j'ai terminé ce Monday Night Raw, je sais pas trop ce qui a été dit ailleurs, j'ai vu les ratings qui ont été donnés là-dessus, je vais vous les donner tout de suite d'ailleurs, mais moi ma note ça va être un 3,5 à ce Monday Night Raw. Et pour finir, ouais, juste sur les ratings, alors ils ont, et ça, alors là mon bon patron, toi qui es un fin connaisseur de la chose, ils ont le lundi soir bien sûr une concurrence archi féroce, hein, puisque c'est la NFL qui est en face. Et alors la NFL, ça pète les câbles. Hein, Ouais, c'est limite déloyal. C'est déloyal. Ah ouais, non, mais la NFL, ça sort des ratings à 14,5 millions, s'il te plaît, tu vois. Sur des trucs de moyenne de 2,29, t'es à 7,9 millions, quoi. Voilà, c'est une fourchette basse, quoi. Donc, ce Monday Night Raw s'en sort avec 1574 000. Ils perdent un petit pourcent de ratings par rapport à la semaine dernière. Mais voilà, la NFL dévore tout le lundi soir. Ça, c'est quand même un des problèmes depuis 30 ans de la WWE. Personne ne veut bouger. Personne ne veut bouger. Et donc, je termine sur une note enthousiaste. Ce Monday Night Raw, ça fait plaisir pour moi de mettre un 3,5 au show rouge. Et c'est parfait. Il faut que ça continue comme ça. Bah, écoute, je me joins à ton enthousiasme. Mon top, en vrai, c'est le même que toi, mais du coup, je vais en profiter pour faire un petit coup de cœur à ce package vidéo pour le Miz qui m'a bien fait rire. Le Miz, il y a toujours, je pense qu'il doit faire lui-même, il doit réaliser lui-même ces packages vidéo, ces petites vignettes, parce qu'à chaque fois, il me propose des trucs, mais hilarants et super bien léchés. Donc, bah voilà, chapeau. Après, voilà, j'ai particulièrement adoré ce fil rouge. C'est quelque chose que j'adore à chaque fois. Voilà, quand ils ont des bons fils rouges comme ça tout au long d'un épisode, où tu as un début, un milieu et une fin, et que ça se termine en gros bordel. Et bah c'est ça. Pour moi, ça doit être ça, Monday Night Raw. Ça ressemble quasiment à l'ossature parfaite d'un Monday Night Raw. Alors, il n'était pas parfait en soi, mais voilà, tout était là. Quasiment tout le monde a eu le temps de briller d'une façon ou d'une autre. J'ai pas vraiment de flop. Il n'y a rien qui m'a particulièrement sorti. Écoute, ah si. L'interlude, le Vince McMahon. Moi, je le donne à Vince McMahon.
Au patron. Le patron donne au patron. Je lui parle de patron à patron, voilà, il comprendra. Voilà. S'il y a bien quelqu'un Exactement. qui peut donner un flop à Vince McMahon, c'est moi. Alors Vince, voilà, je te le donne le flop et je te le donne avec plaisir parce que je sais que tu sauras le prendre comme il faut. Tu comprendras. Il le sait déjà pourquoi. Je pense même qu'il était en plein dans sa promo. Je pense même que c'est pour ça qu'il avait du mal à trouver les mots. Parce qu'au moment où il a commencé sa promo, il s'est dit, oh punaise, le flop il va être pour moi. Il va me filer son flop, c'est sûr. Et bah boum, bah voilà, je lui donne du coup. Il avait raison, il l'a vu venir. Il l'a voulu, il l'a eu. Et ma note, et ma note, écoute, incroyable mais vrai, mais c'est la même que toi, 3,5. Bah écoute, c'était un très bon Monday Night Raw. Et voilà, il faut pas bouder son plaisir. Bah non, mais de toute façon, nous à Catch Up, je pense que quand on aime bien les shows, on le dit haut et fort, et c'est comme ça. Et on est quand même des fans de la WWE. Et bien sûr, c'est d'ailleurs pas facile d'être d'être un fan de la WWE, mais par moment. Mais là, franchement, quand on nous offre un Monday Night Raw comme ça, bah moi, ça passe crème. Bah toi, la WWE, c'est un peu comme Reggie, sur des manipulateurs sentimentaux. Toi, il joue avec nos nerfs, avec nos sentiments. Un peu pervers narcissique aussi, alors. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Je savais que tu étais très au courant de tout cet aspect psychologie. C'est sûrement un doctorat en psychologie, hein, tonton. Au moins ça, oui. Et que tonton consulte. N'hésitez pas à l'alpaguer sur Twitter, si vous voulez prendre rendez-vous. La liste est longue, hein. Il y a 6 mois d'attente. Oh là 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 là, ouais, la liste est longue, c'est clair, hein, mais bon. Vous pouvez toujours envoyer en MP, hein, je reçois sur une consultation gratuite sur quelques messages. Voilà. Au cabinet. Rendez-vous au cabinet. Allez, mais pas ce genre de cabinet, hein, les autres. Type de intro pour Friday Night SmackDown. Évidemment, on est sur toutes les plateformes de podcast. Apple, Google, PodCloud, Spotify, Deezer et bien d'autres. Vous pouvez également nous retrouver donc sur les fameux réseaux sociaux qu'on vient de mentionner à l'instant, Twitter, Instagram et Facebook, c'est Catch-Up CDC. Et surtout, le lien vers notre serveur Discord est dans la description. Venez discuter avec nous, venez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Également, la vidéo sur YouTube avec la section commentaires où vous pouvez nous partager vos tops, vos flops et vos notes pour cet épisode riche en tables brisées. Je te remercie, tonton, pour ta présence. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie, mon bon patron, surtout en adressant un flop à Vince McMahon. Je pense que là, on est dans une belle émission. Ah, donc écoute, c'était parfait, impeccable. Et bah écoute, j'espère que le SmackDown va être d'aussi belle facture que ce Monday Night Raw. Ça fait toujours plaisir de reviewer un bon show. Et donc c'était un plaisir de le partager avec toi. Le défi est lancé, hein, au show bleu. Allez-y, faites mieux, tout simplement. Voilà, faites mieux. Allez-y. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et évidemment, d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut patron, salut peuple de catcheur. Ah, attends, j'ai un appel. Vince, merde. Ah, ça y est. Ah, c'était obligé, hein. Il va te demander en call conf là et il va falloir que vous ayez une explication. You're fired. Ah merde, il m'a viré. Comment il peut faire ça, lui? Il peut virer tout le monde, le Vince.